Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un vieux monsieur de l'information et de la donnée géographique, mais qui est ultra smart. Aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir l'Institut national de l'information géographique et forestière, plus communément appelé IGN. Cet institut existe depuis 1940, mais n'a pas attendu ChatGPT pour faire sa transformation IA. Il accélère notamment parce qu'il est poussé par notamment l'urgence environnementale, on va en reparler. Allez, accordez-vous cette parenthèse de 30 minutes pour vous interroger avec nous sur le phénomène intelligence artificielle, sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques, allez, un petit peu techniques quand même, et pourquoi pas politiques. Cause commune, 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des possibles, la voix des communs. Merci à Olivier Gréco de nous laisser cette liberté d'antenne et de programme. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur ses apps mobiles. Bien sûr, on se retrouve sur la bande FM 93.1 à Paris et le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, merci de vous abonner. Bon, surtout de prendre 3 secondes pour nous mettre un peu des étoiles et des pouces, parce que c'est notre seule récompense. Ça nous fait connaître en plus, parce que ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Si on veut remonter aux origines lointaines de l'IGN, il est possible de faire commencer son histoire en 1688, sous Louis XIV, qui crée le dépôt de la guerre chargé des intérêts cartographiques militaires de la France. Bon, ce service a ensuite évolué, 1887, pour devenir le service géographique des armées. Il faudra attendre 1940 pour que l'IGN soit créé à la place justement du SGA et prenne un statut civil pour éviter de tomber dans les pertes militaires de 1940. On ne va pas se faire toute l'histoire de l'Institut. Il y a une page très riche sur ign.fr qui explique toute l'histoire de l'IGN, mais il faut retenir que l'aventure commence après-guerre avec un projet fou, cartographier 12 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la France, les Dom-Tom et l'Afrique du Nord. Bon, donc nous avons donc affaire à une institution qui a déjà connu de nombreuses transformations, plus récemment avec l'image satellite par exemple, 1986, il faut se rappeler de Spot 1, qui vient faire nos premières images satellites françaises, avec bien sûr la révolution numérique dans les années 2000, le grand point d'orgue c'est le référentiel des grandes échelles, on va en reparler peut-être, en 2006, et puis désormais depuis un petit moment quand même déjà, l'IA. Dans un contexte de transition écologique obligatoire et de transformation rapide des territoires, les outils de l'IGN sont des alliés cruciaux et riches pour accompagner le développement des politiques publiques. Les outils IA sont désormais des outils précieux pour répondre aux urgences et elles s'insèrent dans de nombreux projets du noble institut. En effet, l'IGN est engagé dans de nombreux projets et partenariats qui n'est pas toujours simple de comprendre et de décrypter. Heureusement pour nous, nos invités du jour. Oui, elles sont deux, sont au cœur du réacteur. Ils vont pouvoir nous expliquer tous les développements et changements en cours. L'une est chef du département des communautés d'usage professionnels. L'autre est ingénieure en innovation, très proche de la data et de l'IA. Bonjour Magali Lèbre et bonjour Apolline De Witt. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à vous d'être en studio à Cause Commune. Bon, alors, parlez-moi d'IA, Magali. On va commencer par vous. Est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu l'IGN ? Voilà, quel est le statut de l'Institut ? Comment ça fonctionne, en fait, globalement ? Oui, bien sûr. Donc, l'IGN, en fait, c'est un institut public, un opérateur d'État qui est sous double tutelle de l'écologie et de la forêt. Donc on a en effet 300 ans d'âge puisqu'on est né de ce dépôt de guerre comme vous l'avez justement nommé et donc 80 ans d'histoire. Vous ne les faites pas. Mais et ce qu'il faut pour prendre le réel de l'intelligence artificielle, finalement ce qui est important c'est de noter les pas de temps. Et donc la première carte de France, la carte de Cassini, on a mis 4 générations à la produire. Donc ça c'est vraiment important et aujourd'hui au 21e siècle,
siècle avec l'intelligence artificielle et notamment avec l'exemple de l'OCSGE, donc l'occupation du sol à grande échelle, donc la fameuse ZAN, le zéro artificialisation nette. On est passé en fait aujourd'hui à une production de cartes à une échelle de pas à 3 ans. Donc de 4 générations à la fin du XVIIIe siècle à 3 ans avec l'IA. Oui, c'est complètement fou cette accélération. Aujourd'hui, les grandes missions de l'IGN, c'est des missions, on va dire, socle de service public. C'est quoi finalement le socle de travail de l'IGN? C'est quoi le socle des activités? Quand on dit socle, on pense à quoi en fait? Alors, les produits socles, en fait, c'est tous les produits que l'on doit finalement maintenir, qui sont liés finalement à la topographie du territoire, qui sont des bases de données cœur, comme la BD Topo, par exemple. Ça donne le niveau du territoire, c'est ça? Ça donne les nivellements? Oui, ça donne en fait un certain nombre d'informations sur l'hydro, le sol, un certain nombre de classifications terrain. Donc ça fait partie quelque part d'une partie de notre modèle économique, puisqu'on a 50% de notre activité qui est financée par une dotation de service public, et l'autre partie qui est dédiée aux politiques publiques, dans lequel en fait c'est pas l'IGN qui se dit en se réveillant le matin, tiens, je vais cartographier comment dirais-je, l'artificialisation des sols. Non, ce sont les politiques publiques pour lesquelles on travaille, qui nous mandatent et qui nous demandent en fait de faire ce travail. Donc 50% de charges de dotation publique et 50 autres % au service des politiques publiques liées à l'anthropocène, donc à l'impact de l'humain sur le territoire. C'est pas trop schématique si je dis, pour essayer de vraiment comprendre, il y a une partie socle, donc là le 50% des données un peu générales sur le territoire, et puis 50% projets, finalement des projets de politique publique, mais des projets... Non, c'est pas schématique du tout, parce que, et en même temps il n'y a pas que la donnée, parce qu'il y a aussi les infrastructures, puisqu'on en parlera, puisqu'il y a des grandes transformations qui impactent le métier de la cartographie. Donc on a trois majeures de transformation qui traversent nos métiers. La première transformation, évidemment, c'est le cloud computing, puisqu'on a besoin, pour faire travailler nos modèles, on a besoin d'espace, on a besoin d'infrastructures. L'intelligence artificielle, c'est aussi des infrastructures. Donc ça, c'est important. Donc on a une infrastructure qui s'appelle la géoplateforme, qui ne contient pas que des données de IGN, puisqu'on travaille avec tout un écosystème d'acteurs. Et au sein de la géoplateforme, qui est le cloud computing d'OVH, qui est le premier cloud français et européen, donc on travaille avec eux. Donc c'est ça, cette première transformation. Ensuite, on a une deuxième transformation, qui est la transformation évidemment liée à l'intelligence artificielle, mais aussi intelligence artificielle et j'ai envie de dire mix technologique, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc on a besoin d'intégrer d'autres typologies de données. Évidemment, il y a les images aériennes, les images satellites, mais aussi toutes les, j'ai envie de dire, les images radar avec le LIDAR. Le LIDAR qui permet de faire une cartographie en 3 dimensions sous forme de nuages de points. Et ça, c'est le gros projet, ça. Le LIDAR 3D, c'est le nouveau gros projet de l'IGN en ce moment. Et troisième, vous disiez que... Et le troisième, évidemment, c'est la 3D. Avec le jumeau numérique de territoire demain sur lequel on travaille déjà, pas seul, puisque à l'IGN, on ne travaille pas seul, on travaille avec tout un écosystème d'acteurs, avec le CEREMA et avec l'INRA, et aussi avec une grande consultation publique qu'on a lancée, qui a relevé plus de 400 réponses. On a commencé déjà les premiers ateliers pour définir les premiers cas d'usage et être en capacité de pouvoir définir des grandes orientations et aller un petit peu plus loin dans la prospective, puisqu'on ne peut pas penser aujourd'hui au 21e siècle une carte comme on le pensait il y a quelques années. On a besoin de se saisir des données sur le territoire et de travailler avec tout un écosystème d'acteurs. Et donc, du coup, on va rentrer dans le détail de tous ces projets passionnants. Moi, je me souviens vraiment d'un tournant, 2019. L'IGN change un peu de modèle économique parce que justement, il y avait ce socle et que vous revendiez. Et puis tout d'un coup, on passe à une logique d'open data, d'ouverture des données.
Qu'est-ce que ça provoque finalement, ce changement de modèle économique? Comment on fait ce switch quand on est une grande organisation ancienne comme l'IGN? Comment ça s'est passé de l'intérieur et comment aujourd'hui le modèle a changé finalement? Alors le modèle, il a changé profondément. Oui. Parce qu'avant, nous vendions nos données. Il faut dire que ce système n'était pas forcément le meilleur des systèmes parce que ça ne nous permettait pas de travailler avec. Oui. Et donc, on se retrouvait dans des logiques de silos. Oui. Et en information géographique, on a besoin de mettre des données en commun. C'est l'objectif d'ailleurs de la géoplateforme, de désiloter, de pouvoir faire parler la donnée, de la faire agir. Et donc, dans ce modèle économique dans lequel on vendait nos données, donc c'est la loi d'abord, évidemment, qui nous a imposé l'open data au 1er janvier 2021. Et on a complètement transformé notre modèle où on est allé justement vers les politiques publiques, vers les projets, pour arriver à faire financer finalement ce qui nous était donné en dotation de service public, en charge de service public, pour aller financer cette partie qui représente aujourd'hui 50% de notre modèle. Donc on a fait cette transformation finalement en très peu de temps. La force de l'IGN, c'est qu'on en a un institut ultra techno. Ouais. Et on est un petit institut, 1500 personnes. On ne subit pas les méandres d'une grande administration. Et on a quand même cette liberté d'agir, cette liberté de penser en fait une offre. Et du coup, vous êtes passé finalement de la vente d'un capital de données à des participations à des projets, des collaborations, d'être moteur et de vous faire financer ce côté moteur dans les projets. Tout à fait. Il y a d'ailleurs, je pense, pas trop loin de votre service, quelque chose qui s'appelle la fabrique des géocommuns et qui du coup est un de ces moteurs de projet. C'est quoi la fabrique des géocommuns? Parce que nous, on aime bien les communs à cause commune. Nous aussi, on aime beaucoup les communs à l'IGN et on en fait beaucoup. On a reçu un prix justement sur cette logique des communs avec la fabrique des géocommuns dans lequel en fait on intègre et on fait travailler ensemble tout un écosystème de façon à mettre en commun des moyens. Donc c'est une logique produit. Par exemple, dans lequel on va accélérer un certain nombre d'idées auxquelles on croit. Un exemple, par exemple, de Panoramax. projet, Panoramax. Donc, Panoramax, c'est vraiment le Street View français qui va permettre justement d'avoir toutes ces données et toutes ces photos de la rue ouvertes et utilisables par tous, qui sont quelque part libres de droit et sur lequel, pourquoi pas, on pourra faire demain tourner d'autres modèles. Des vues immersives en open content, c'est-à-dire que chacun peut venir exploiter ces vues immersives. Chacun peut venir exploiter ces vues immersives, y contribuer, y ajouter leurs éléments de façon tout à fait libre et avec les licences dédiées qui permettent leur réexploitation extrêmement simplement. Et du coup, il y a aussi le projet BatID, c'est ça? BatID. BatID. Oui, en effet. C'est le référentiel des bâtiments. BatID, qui, grosso modo, permet d'avoir une certaine unification en fait, des numéros de bâtiments et de mieux les reconnaître demain dans le principe de faire évoluer les différents diagnostics et de pouvoir en fait, mettre en place un référentiel commun. Bon, et donc dans tout ça, maintenant, il y a aussi l'IA qui vient soit enrichir la manière de gérer ces projets-là, soit elle-même produire en fait des contenus supplémentaires ou des manières d'activer ces contenus. Oui. On peut peut-être du coup essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Apolline, vous n'avez pas attendu ChatGPT pour faire de l'IA à l'IGN. Mais il y a quand même une feuille de route. J'ai vu, il y a une feuille de route un peu décisive. 2022, on se dit, bon là, il faut qu'on se donne un cap IA. Je ne sais pas laquelle de vous deux peut répondre sur la feuille de route, mais voilà, qu'est-ce qu'elle contenait, cette feuille de route IA, vraiment, du coup, sur le sujet? Je laisse répondre sur la feuille de route. Mais peut-être juste avant, en effet, l'IGN n'a pas attendu ChatGPT. Mais l'IA, c'est quelque chose qui est... Enfin, l'IA a plusieurs sens.
Mais l'IA au sens des réseaux de neurones et des gros modèles dont on entend parler aujourd'hui, c'est assez récent et l'IGN s'est emparé vraiment de cette technologie pour faire l'occupation des sols à grande échelle dont on a un peu évoqué le sujet juste avant. Oui, bon donc allez, expliquez-nous. Enfin, partons sur ce schéma-là. Du coup, comment on utilise l'IA pour faire le schéma d'occupation des sols? C'est quoi la chaîne, le processus? Où est-ce que l'IA est utilisée? Si vous pouvez nous faire une petite description de comment ça fonctionne, Apolline. Oui, alors l'IA n'est pas utilisée partout. C'est qu'une partie de la chaîne de traitement, en effet. Donc, il faut savoir que... l'idée, c'est de faire un modèle donc, d'occupation des sols, donc la couverture des sols, de décrire qu'est-ce qu'il y a sur le territoire à l'échelle nationale. Donc si on devait annoter chaque image de la France, ce serait un travail extrêmement fastidieux. Ouais. Donc l'IA vient nous aider à déjà accélérer ce processus en proposant déjà une carte de probabilité de qu'est-ce qu'il y a sur nos sols. Donc pour ça, on a des photographies aériennes. Ouais. Une partie d'entre elles est annotée, donc à peu près 980 km² de données est annotée pour dire précisément qu'est-ce qu'il y a sur le territoire. Par qui, du coup, elle est annotée? Par des photo-interprètes qui sont des experts de cette donnée. Ouais. Et donc qui annote précisément qu'est-ce qu'on peut trouver. Et qui travaille au sein de l'IGN. Tout à fait. Hein, c'est pas une main-d'œuvre qui les photo-interprètes travaillent au sein de l'IGN. C'est une intelligence particulière et très pointue. Donc ils ont annoté un certain nombre de photos pour justement arriver à caractériser, à connaître les différentes typologies de sols et de territoires. Ouais, très bien. Et exactement. À partir de là, on va entraîner un modèle. Ouais. À reconnaître justement qu'est-ce qu'il y a sur le territoire et qu'il soit capable de généraliser, c'est-à-dire sur du coup un petit pourcentage du territoire, être capable après de prédire sur l'ensemble de la France avec sa diversité de paysages. Donc pour les espèces d'arbres, par exemple, de savoir prédire aussi bien dans les Vosges que dans le bassin méditerranéen. D'accord. Et du coup, ça a pris combien de temps de faire la première version du schéma, enfin des données d'occupation des sols? Alors, je dirais que ça a pris un peu moins d'1 an. Il a fallu déjà que les ingénieurs se forment à cette nouvelle technologie, qu'ils la prennent en main, qu'ils se l'approprient. Il y a eu un premier essai de fait sur le bassin d'Arcachon, de réaliser donc sur tout un département. Parce que c'est quoi? Parce que c'est très diversifié le bassin d'Arcachon et ça permet justement de tester différentes formes. Là, c'était plus vis-à-vis de... Il y avait déjà des productions en fait de réaliser sur plusieurs départements. Il y avait celui-là qui avait été demandé, donc il a été fait en priorité. Et ensuite, l'idée, ça a été donc de faire. Il y avait plusieurs questions. Est-ce qu'on fait un modèle par département ou est-ce qu'on fait un modèle France entière? Donc c'est cette option qui a été prise, qui permet ensuite d'être appliquée par département, parce qu'en production, on travaille par département. Et ensuite, donc, cette carte de prédiction des sols, c'est la première étape, mais il y a un croisement avec les bases de données de l'IGN. Les bases de données socle. Oui, justement, le croisement avec le socle, on y revient. Ouais. Pour vérifier finalement que l'IA a bien interprété à partir des étiquetages, à partir de son entraînement, c'est ça? Oui, et pour compléter. Pour enrichir. Okay. Pour enrichir. D'accord. Et donc là, c'est typiquement, voilà, on est sur un schéma de projet, on a fait un projet. Un projet comme ça, pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est quoi le coût d'un projet comme celui-là? Alors, la première carte de l'OCSGE a coûté, de mémoire, une 20aine de millions d'euros. Donc un beau projet. Et ensuite, pour la mise à jour, en fait, on arrive à aller 3 fois plus vite pour 3 fois moins cher, autour de 5 millions d'euros. D'accord. Oui, donc en fait, il y a un vrai intérêt à investir les nouveaux process, ces techno-IA, pour qu'après, du coup, les mises à jour soient beaucoup moins chères, plus rapides, et que globalement, chaque mise à jour... Parce que, encore une fois, les données socles ou les données d'un projet doivent tout le temps être mises à jour, parce que tout ça bouge. Constamment, et puis les données socles sont imbriquées dans les données projets, les données socles qui sont très robustes, en fait, qui sont extrêmement précises, sont d'une utilité cruciale pour l'intelligence artificielle, parce qu'elles représentent quelque part j'ai envie de dire, une
une vérité, même si la carte, c'est pas le territoire. La fameuse soyons formule. clairs. Oui. Mais du coup, donc ça c'est pour l'IA, on va dire, plus reconnaissance d'image, si je comprends bien. Bien sûr que c'est pas avec ChatGPT que vous avez commencé à faire de l'IA, mais quand même, désormais, la techno LLM, la techno de discussion finalement, chat avec la donnée, vous l'utilisez aussi quand même pour les utilisateurs, pour qu'une fois que la carte existe, on puisse avoir une interaction, une requête, un questionnement des données facilité avec ce type de techno. Alors là, pour ça, il y a des expérimentations qui sont en cours, oui, pour aller interroger les bases de données cartographiques. Donc on pourrait poser une question à la carte, entre guillemets, enfin, je suis très schématique, mais on pourrait poser en langage naturel, dis-moi quelles sont les 10 espèces principales d'arbres dans le département de la Gironde, par exemple, et puis du coup, le LLM serait en capacité d'aller voir dans les données si... Oui, par exemple, et c'est utilisé également... Donc si on revient sur la mise à jour des cartes, il y a donc des personnes qui cherchent le changement sur le territoire et pour ça vont faire du découpage d'informations dans les journaux, par exemple. Et donc les LLM peuvent permettre de faire un premier tri d'informations. Est-ce qu'il y a un tronçon de route qui a été ajouté? Est-ce qu'il y a un nouveau bâtiment qui a été construit? Donc ça peut aussi permettre de sélectionner les informations pour éviter que les personnes fassent un travail de petites mains, de chercher dans toutes les sources exhaustives, pour finalement qu'après ils puissent vérifier ces sources et prendre en compte le changement dans les bases de données pour les mettre à jour. Ah, très intéressant. Donc du coup, un cas d'usage à côté de la carte, mais pour aller justement chercher les mises à jour à effectuer sur la carte. C'est ça, et faciliter le travail des annotateurs. D'accord. Bon, donc on voit bien que quand même, c'est des nouvelles technos, c'est des nouvelles façons de travailler. Qu'est-ce que ça transforme finalement? Alors là, on va plutôt aller sur le côté RH, Magali, si vous voulez bien. Donc le plan d'activité 2024, moi je l'ai lu, et puis donc c'est un plan d'activité où vous énoncez tous vos grands projets. Je trouve ça vachement bien pour une organisation de savoir où est-ce qu'elle va. Donc il y a 10 grands projets, et dès le 3e grand projet, on parle du plan de recrutement et de formation. Donc la RH, elle est au cœur, c'est un objectif fort et elle est au cœur de la stratégie de l'IGN. Oui, bien sûr, parce que l'IA a profondément changé nos métiers et elle va continuer à le faire. Et donc, dans ce cadre, en fait, on a lancé un grand plan de recrutement de talents, 150 talents. Ouais. Donc, pour une organisation publique, c'est quand même pas banal. Vous êtes en train d'aspirer tous les meilleurs talents de France. Tant mieux, venez nombreux à l'IGN, nous recrutons et des talents, y compris des talents féminins. Donc, les femmes de la tech sont les bienvenues à l'IGN, oui, les hommes de la tech ça. également. D'accord. Donc oui, on a recruté 150 talents, dont 30 data scientists. Ouais. Donc c'est beau. Ouais, il faut savoir aussi que l'IGN a sa propre école, l'école d'information géographique. Ouais. Et donc à partir de là, l'ARH est au cœur de cette transformation, d'une part sur plusieurs plans. D'une part sur le plan des programmes de l'ENSG, de notre école, et d'autre part sur le plan de la vulgarisation et de la formation en fait, de l'IA au cœur de nos problématiques RH, puisque de plus en plus, évidemment, on recrute du personnel qualifié, donc des ingénieurs, des data scientists, là où avant on avait un personnel plutôt de techniciens supérieurs, des photo-interprètes, où donc on a cette grande transformation à RH à opérer, où on aura évidemment toujours besoin d'analystes et de photo-interprètes. C'est un prérequis et c'est vrai également pour la forêt, puisque l'IGN, c'est aussi la forêt, et on a un certain nombre de techniciens, 70 de mémoire, qui parcourent le territoire pour aller vérifier la réalité terrain. Donc certes, il y a l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle, il y a aussi l'intelligence humaine. Très bien, ouais, c'est la bonne, c'est le bon lien entre l'humain et l'IA que vous décrivez là. Et si on passe désormais du coup aux grandes perspectives de l'Institut dans les prochaines années, donc vous parliez du jumeau numérique avec cet appel à un projet, cet appel à manifestation d'intérêt. C'est un projet que vous avez avec l'INRIA et le CEREMA. Tout à fait. Alors, voilà, qu'est-ce que ça sert, c'est quoi l'objectif de faire un jumeau numérique de la France? Et puis, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, du coup?
Alors aujourd'hui, on en est évidemment au début. On a un certain nombre de briques, puisque je vous ai parlé de la géoplateforme. Oui. Pour faire un jumeau numérique, il faut quand même avoir la tuyauterie. Oui. Donc la tuyauterie, on l'a. On va pouvoir désiloter, on va pouvoir intégrer toutes ces données. Et puis le jumeau numérique, évidemment, la 3D, c'est la carto de demain. On en a évidemment besoin. Oui. On ne va pas pouvoir continuer à penser la carto à plat. On traite de plus en plus de données. Et donc tout ça, il faut pouvoir être en capacité de les visualiser, de travailler avec cette donnée. Ce jumeau numérique, en fait, évidemment, c'est au travers de plusieurs cas d'usage. Donc comment, par exemple, la forêt va évoluer demain. Est-ce qu'il faut planter des hêtres ou des chênes dans telle forêt? Quels sont les risques que les habitants prennent en habitant autour de la Méditerranée ou de l'océan Atlantique, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un recul du trait de côte. Donc tout ça, en fait, on va avoir besoin de le simuler. C'est ça, c'est de la modélisation, prédire, en fait. Oui. Et de faire de la modélisation, de la prospective, en fait. Oui. On a besoin d'aller se projeter pour être en capacité de donner à voir, mais pas seulement en politique publique, soyons clairs. Oui. Le citoyen aussi a le droit de savoir là où il habite, quel est son écosystème, Ces outils seront accessibles, à quel risque il est confronté, sur quel versant il est, parce que les inondations seront de plus en plus présentes avec le changement climatique. Et donc tout ça, on a besoin de le donner à voir à la fois aux politiques publiques pour qu'ils être en capacité de prendre les bonnes décisions. Et donc du coup, nous, on a besoin d'accélérer nos modèles de production pour donner à voir plus vite finalement ces changements, et le citoyen qui a besoin de voir la réalité physique là où il habite. Et là, vous avez lancé un appel à commun pour ce jumeau numérique. C'est quoi le type de réponse que vous avez reçu de la part plutôt du secteur privé, j'imagine, ou peut-être même des associations Alors, c'est très divers. Oui. On a des associations, on a du secteur privé, on a du secteur public. Aussi. Beaucoup de choses dans lesquelles, en fait, on est en train d'essayer d'organiser ça de façon le plus pragmatique possible. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on fait travailler les gens ensemble. Oui. On a organisé des premiers ateliers. Donc, on a cette capacité à l'IGN. On travaille beaucoup en intelligence collective. On a des compétences fortes en facilitation qui nous permettent, en fait, de faire travailler les gens ensemble et essayer de ressortir des cas d'usage qui sont les plus solides et qui correspondent finalement aussi aux politiques publiques et à la demande des citoyens. Alors ça va des grosses structures évidemment qui vont travailler dans l'urbanisation, dans le bâtiment, dans le bâti, jusqu'à des petites structures associatives. Et donc ça sera accessible aux citoyens après, comme d'autres produits de l'IGN? Alors, tout est accessible à l'IGN, vraiment. Donc, évidemment, on travaille pour les politiques publiques, mais tout le monde s'en sert après, puisque après, nous, on met tout en open data. Ouais. Donc, toutes nos données sont libres, ouvertes, y compris nos modèles d'intelligence artificielle. Donc, y compris nos algorithmes, ils sont publiés. On laisse les choses le plus ouvert possible, justement pour que, en même temps, notre écosystème nous aide aussi à améliorer nos propres algorithmes. Oui, Apolline, du coup, ça, vous avez publié les données d'apprentissage, c'est ça? Exactement. On a ouvert toutes les données d'apprentissage du modèle de l'OCSGE. Ouais. Alors, petit à petit, dans un premier temps, on a d'abord décidé de faire des défis publics pour aussi justement fédérer la recherche, la communauté technique aussi, mais scientifique, autour des données IGN. Et également pour finalement, l'IA, ça va très vite, ça bouge dans tous les sens. Et nous, on n'a pas le temps de tout tester. Donc l'idée, c'était aussi de voir quelles sont les idées que l'on peut trouver autour de nous, et pas seulement chez nous. Et comme ça, finalement, on a pu fédérer un peu l'écosystème, ouvrir nos données d'apprentissage pour 2 défis scientifiques, FLAIR, donc FLAIR 1 puis FLAIR 2. Et on a regardé les résultats des candidats, des lauréats, et mis en production le meilleur modèle
de ces défis. La collaboration, même dans l'IA, la collaboration, je crois que c'est vraiment le maître mot de l'hygiène aujourd'hui. Bah écoutez, Magali, Apolline, merci beaucoup. C'est déjà l'heure de conclure. Vous avez vu, ça va à une vitesse folle, cette émission. Merci beaucoup pour vos partages et pour vos explications. On comprend que l'hygiène est un vieux monsieur, mais un vieux monsieur très moderne, un vieux monsieur qui vraiment a des côtés smart dans tous les sens et qui va continuer à évoluer d'après ce que vous nous avez partagé. On retrouve toutes ces infos, bien sûr, dans la description de l'émission, mais sur ign.fr. On voulait aussi parler de cet atlas IGN, cartographier l'Anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a été publié là récemment en 2024 et qui dit bien tous les projets en cours avec de l'IA dedans. On vous mettra également le lien dans les ressources. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, écoutez, merci à vous, chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme. Restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune. Cause Commune, ce n'est pas que Parlez-moi d'IA, mais n'hésitez pas à aiguiser votre curiosité sur causecommune.fm pour voir tous nos autres programmes. Si vous nous écoutez en direct ce samedi matin, bon appétit, parce que ça y est, il est midi. Allez, à bientôt.